votre émission Inspiration. C'est un plaisir une fois de plus pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons un de nos invités qui est revenu parce que le public a demandé à réécouter, à écouter une fois de plus ce qu'il avait à nous dire. Donc aujourd'hui, nous recevons une fois de plus M. Rogri Ebongo. Bienvenue à nouveau. Merci, c'est moi qui suis très content et très heureux de revenir ici. Bonjour à tout le monde, bonjour au public et bonjour aux téléspectateurs. Ils ont commencé à applaudir dès que vous avez dit bonjour. Ah ouais, oui, parce qu'ils ont demandé à écouter une fois de plus M. Ebongo, mais aujourd'hui ils ont choisi un sujet particulier. Aujourd'hui nous allons parler de l'échec. L'échec dans toutes ses dimensions. L'échec, c'est quelque chose qui fait très peur. Oui. On a du mal à faire face à l'échec parce qu'on ne le sent pas venir souvent. On est tellement engagé dans une action, tellement engagé dans ce qu'on entreprend que quand l'échec arrive, on n'a pas prévu et là, c'est la catastrophe. Je vais peut-être essayer de conter une histoire qui est l'histoire de toutes nos vies. Vous entreprenez quelque chose, vous y mettez toute votre énergie et vous arrivez à ce moment fatidique où ça ne marche pas comme vous voulez. Alors vous vous dites, ça va, j'ai échoué. C'est l'histoire de cet enfant qui a eu à se fixer un objectif, qui a travaillé dur chaque nuit pour atteindre cet objectif, mais qui à un moment précis n'arrive pas à atteindre l'objectif et se dit, j'ai échoué. C'est également l'histoire de cette femme qui chaque jour s'occupe de son foyer en espérant que le meilleur va venir, mais qui à un moment est déçu par rapport aux circonstances de la vie et qui se dit vraiment j'ai échoué. Mais il y a quelque chose de magnifique à comprendre avec cette notion qu'on pourrait qualifier d'échec. Je préfère la mettre entre guillemets parce que nous allons voir qu'au final l'échec n'est pas vraiment quelque chose qu'on pourrait appeler échec. Aujourd'hui, je me présente devant vous comme quelqu'un qui a envie de vous souhaiter de beaucoup échouer dans vos vies. Ah, en fait, je vous souhaite d'échouer. Non. Applaudissez. Comment vous pouvez applaudir? Quelqu'un dit qu'il nous souhaite d'échouer, vous applaudissez. Non, moi je ne suis pas d'accord. En fait, je ne veux pas d'échec, moi. J'aimerais être ce coach-là qui va précipiter vos échecs, qui fera en sorte que vous puissiez passer votre vie à échouer. Parce que, en fait, nous allons bien le comprendre, l'échec n'est que l'autre facette qui nous permet d'atteindre un certain processus d'évolution dans notre vie. Vous voulez dire que l'échec est une marche? Pas seulement la marche. En fait, l'échec fait partie même de notre existence. C'est un peu comme l'autre face de la pièce. L'erreur que nous avons commise, c'est que nous avons confondu ce qu'on pourrait appeler l'échec, qui se présente comme la situation définitive, à la défaite passagère, parce que nous avons commis cette erreur. Et il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup, Napoléon Hill, qui avait d'abord écrit « Réfléchissez et devenir riche », parce qu'il avait vraiment constaté qu'il y avait une pauvreté, et cette pauvreté, elle est avant tout cérébrale. C'est même cette pauvreté qui nous amène souvent à avoir des idées qui sont erronées. Par exemple, des idées à propos de l'échec, qui en fait est une source de succès. L'échec, une source de succès. Exactement. Eh bien les amis, aujourd'hui, on va apprendre probablement quelque chose de nouveau. L'échec, une source de succès. J'ai hâte de voir un peu comment l'échec peut être une source de succès. Moi, ça me surprend énormément. Parce que pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, l'échec, c'est certainement quelque chose qu'on ne sait pas. C'est affreux l'échec quand même. Quand on échoue, c'est la honte. Oui. C'est la honte, c'est la catastrophe. En fait, cela vient un peu de ce que je pourrais appeler le conditionnement que nous avons reçu de par la société, mais aussi de par des personnes qui nous encadrent chaque jour. Nous avons une société qui met en avant beaucoup plus la réussite. Ça veut dire que nous allons vers un culte de la réussite. Ce qui est normal, non? Ce qui est normal, je vais dire. Mais ce qu'on ne met pas souvent en avant, c'est que chaque réussite, en fait, n'est que fille d'un échec consécutif. Je vais citer ici l'un des hommes politiques qui a marqué l'histoire de la Grande-Bretagne, Churchill, qui avait pour habitude de dire, en fait, réussir, c'est échouer de façon constante sans pour autant perdre son enthousiasme. Et de là on comprend... Échouer de façon constante sans réussir, c'est échouer de façon constante et permanente sans perdre son enthousiasme.
Et c'est exactement ça, c'est très révélateur. Révélateur dans le sens où on se rend compte que, en fait, la réussite n'est que la face visible d'un iceberg qui se construit vers une succession d'échecs. Vous voulez dire que les échecs auxquels nous faisons face dans nos vies peuvent être pour nous des avantages, pour nous avancer vers le succès auquel nous tendons? En fait, il y a 4 raisons. 4 raisons que j'aime toujours à donner qui peuvent comprendre pourquoi il est impératif d'aimer l'échec. Aimer l'échec. Aimer l'échec. On ne va pas s'entendre aujourd'hui, vraiment, M. Ebongo. Je tiens à préciser à ceux de nos téléspectateurs qui nous regardent pour la première fois que M. Ebongo est coach en développement personnel. Donc, il est possible que vous soyez peut-être pour un début, pour les premières phrases qu'il vous donne, surpris comme moi, frustré ou même un peu choqué par ce qu'il dit. Mais je pense qu'il va réussir à nous amener à comprendre ce qu'il veut nous dire par là. L'échec, pour moi, c'est une catastrophe. Parce qu'on ne se relève pas toujours facilement d'un échec. Il y a des échecs qui conduisent à la mort. Parce qu'on a échoué, on se pend, on se suicide. Parce qu'on a échoué, on baisse les bras complètement. Parce qu'on a échoué une fois à un concours, d'entrer dans une grande école, on décide qu'on ne fait plus rien de sa vie. Donc, je ne vois pas comment l'échec peut nous conduire à la réussite. Bien. En fait, l'échec, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous conférer ce que j'appelle de l'expérience. Et j'aime toujours le dire, ce qui est important dans notre vie, ce n'est pas trop ce qui nous arrive. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous donne de l'expérience. Ce n'est pas parce que j'ai peut-être réussi à un examen d'entrée en, je vais dire quoi, en production cinématographique que j'ai déjà l'expérience. C'est ce que je vais faire d'avoir réussi à cet examen qui va me donner l'expérience. Et c'est la même chose pour l'échec. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte d'une chose. Les épreuves que nous rencontrons et qui nous amènent à marquer le pas parce que nous n'avons pas atteint notre but, sont celles qui nous amènent également à construire tout un mécanisme qui va nous permettre de nous relever ensuite. Pourquoi ? Parce que si vous quittez de chez vous le matin et que vous vous dites « je vais arriver à un point B », que vous quittez de chez vous, vous arrivez exactement au point B, vous n'apprenez rien. Rien du tout. Mais on atteint son but quand même. On atteint son but, mais on n'apprend rien. Oui. Rien. Ça veut dire que celui qui réussit n'a rien gagné. C'est même une horreur que de se satisfaire d'avoir réussi. Parce qu'une vie de réussite est une vie en fait qui devient morose. C'est une vie qui devient très monotone parce qu'à la longue, on sait déjà ce qu'on va obtenir. Vous voulez dire une vie de réussite sans échec? Oui, une vie de réussite en fait. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à vouloir un peu dissocier cela. Mais c'est un tout qui se doit d'être accepté. Pourquoi? Parce que quand on se lance sur le chemin de la productivité, quand on se lance sur le chemin de sa réalisation, on doit toujours s'attendre à ce qu'il y ait des imprévus. Et c'est généralement ces imprévus qu'on peut qualifier d'échecs. Parce que les choses ne se passent pas comme on veut. Alors je vois un échec. J'ai peut-être pas atteint l'objectif que je voulais atteindre. Alors il y a un échec. Voilà. Et là, je me pose la question, comment faire face à l'échec? Comment faire de l'échec une amie pour qu'il puisse être considéré comme un chemin vers la réussite? Parce que, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de ceux qui se suicident, qui n'arrivent pas à faire face à l'échec, comment faire face à l'échec? D'accord. Peut-être avant d'arriver à cette question, je vais essayer de préciser quelque chose avec des exemples concrets. Vous prenez un nom comme celui de Michael Jordan. Michael Jordan a été pour beaucoup, et il est une légende du basket. Et il est considéré comme ça, pourquoi? Parce qu'il a marqué l'histoire par son jeu. Mais Michael Jordan, lorsqu'il a réalisé sa biographie, disait ceci. Ce qu'on oublie, c'est que vous avez devant vous quelqu'un qui n'a pas été sélectionné plus de 400 fois, qui a manqué plus de 10 000 paniers dans sa vie, qui n'a pas toujours été dans le cadre de ce qu'on attendait de lui, mais qui aujourd'hui on présente comme un succès. Je prends un autre exemple encore, celui d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, c'est un jeune homme qui naît dans une famille modeste. Très jeune, il perd ses parents. Ses parents vont mourir. Il va se marier. Avec sa femme, ils vont avoir des enfants. Il va perdre pratiquement la moitié de ses enfants. Et sa femme ensuite va finir par mourir. Voilà quelqu'un qui a quasiment perdu les sources d'inspiration de sa vie. Il va se présenter aux élections municipales. Il va perdre. Il va se présenter aux élections sénatoriales. Il va encore perdre. Il va perdre les élections sénatoriales plus de 3 fois. Et ensuite, il va se présenter en tant que président de la République des États-Unis. Et là, il va réussir. Il va gagner. Mais qu'est-ce qu'on retient au final? La bonne question, c'est s'il avait réussi, un tant soit peu, à être retenu comme maire,
est-ce qu'il lui serait venu en idée de dire, je vais briguer le mandat de président de la République? Il y a ce côté magnifique et magique de l'échec qui nous amène toujours à une dimension supérieure où même on ne s'attendait pas à arriver et qui nous permet souvent de développer des nouvelles stratégies qui vont nous amener encore plus loin que là où on avait espéré. Vous êtes tous d'accord avec lui apparemment? Complètement d'accord? Ah bon. Bon. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce qu'il vient de dire? Moi, ce qui me touche, c'est vraiment ce côté qu'il analyse, ce côté un peu mystique de l'échec. Mystique. Où il faut apprendre dans la souffrance. On dit qu'on croit qu'on a tout perdu. Pourtant, au-delà de ce qu'on perd, on a quelque chose qu'on va rapporter qui est plus pesant, qui est plus concret que ce qu'on a perdu. C'est magnifique. Vous avez des expériences d'échec, vous, dans votre vie, qui vous ont amené à... Toujours. J'ai raté le probatoire en première. J'ai pensé que c'était fini parce que tous mes amis avaient réussi, mes amis avec qui je marchais, ils ont réussi, m'ont laissé en premier sur la terminale. Et vous étiez le seul à... Justement, curieusement, une fois à l'université, j'étais le seul qui était encore brillant. Et ils avaient déjà arrêté l'école parce que le bac pour eux c'était l'apogée. D'accord. C'était... D'accord. On voit l'exemple de quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait échoué une première fois, Oui, a continué. Et pour lui, c'était plutôt une bonne leçon. D'accord. Et il y a également quelque chose à remarquer, c'est que généralement, ce qui donne des appréhensions sur l'échec, ce n'est pas trop l'échec en lui-même, mais c'est cette peur que nous ressentons à l'idée de poser une action que l'on ne va pas réussir. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des éléments qui nous permettent réellement de comprendre que l'échec en lui-même, il est porteur. Pourquoi? Parce que si vous ambitionnez de faire quelque chose et que vous ne faites pas cette chose, vous avez déjà échoué. Oui, oui. C'est un peu comme quelqu'un qui sait lire mais qui ne lit pas, alors vous n'êtes pas mieux que celui qui ne sait pas lire. Il vaut mieux essayer quand même, même si on se dit que ça va faire l'échec. C'est un peu comme ce gardien qui se vante de n'avoir en question aucun but alors qu'il n'est jamais entré sur un stade de foot. Donc, à ce moment-là, on comprend tout de suite que l'échec vient et nous confère cette expérience qui va nous permettre de développer des aptitudes pour pouvoir aller plus loin encore. On disait, il y a lors d'une conférence que je donnais, je faisais comprendre aux participants que là, actuellement, vous avez déjà échoué. Le simple fait pour vous de m'écouter. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que vous avez déjà tous échoué. Et moi, mon objectif, c'est de vous amener à échouer encore. Et j'ai ressenti sur leur visage qu'ils étaient assez stupéfaits de ce que j'étais en train de dire, mais il était question de leur faire comprendre que vous avez déjà échoué par le fait que vous êtes sorti de votre zone de confort pour pouvoir venir écouter quelque chose qui va vous amener davantage encore à modifier votre perception des choses pour développer une nouvelle stratégie et une nouvelle manière de comprendre et de vivre la vie. Et à ce moment-là, vous comprenez que sortir de sa zone de confort, qu'on peut considérer comme un espace de réussite, en fait, c'est prendre le chemin de l'échec pour apprendre encore plus. Il y a un aspect de l'échec que j'aimerais évoquer, c'est quand on échoue, Oui. on ressent l'échec dans notre chair, Oui. mais il y a un autre aspect de l'échec, celui du regard des autres. Ça, c'est quelque chose de... Je pense que c'est ce qui fait le plus mal. Oui. C'est ça qui fait le plus peur dans l'échec, justement. Parce que quand on échoue souvent face à beaucoup de personnes. On échoue face à tout le monde. Et c'est là qu'il y a la difficulté à assumer l'échec. Et c'est cette difficulté à assumer l'échec me fait dire que comment est-ce que l'échec pourrait être quelque chose de bon. Vraiment, parce que le regard des autres, c'est ça qui nous tue à la fin, justement. Il s'est créé dans notre société aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un inconscient collectif lié à l'échec. C'est quoi l'inconscient collectif? Ça veut dire que nous avons une pensée commune que nous partageons au sujet de l'échec, mais qui la plupart du temps se retrouve un peu biaisée. On a toujours tendance à mettre en avant ceux qui ont gagné et ne pas parler de ceux qui ont échoué. Ce qui fait en sorte que nous avons une éducation à la réussite. Comme quoi, si je ne réussis pas, je suis en train de me détruire. Oui, oui. Ce qui fait que nous avons créé à l'intérieur de nos têtes une pensée qui voudrait nous faire comprendre que si tu ne réussis pas, tu as échoué. Mais non, c'est ça l'erreur.
La pensée, ce n'est pas si tu ne réussis pas à atteindre un objectif, tu as échoué, non. La pensée doit être si tu n'atteins pas cet objectif, il y a possibilité pour toi de viser un objectif encore plus grand et de l'atteindre. Une expérience a été menée dans le cadre de l'éducation que nous avons aujourd'hui. Parce que ce que je viens de souligner est beaucoup plus pesant dans les éducations à caractère francophone que dans le caractère anglo-saxon. Et cela nous freine. On élève les enfants en leur disant qu'ils doivent être les meilleurs. Ils doivent être les meilleurs en classe, ils doivent être les meilleurs partout. Justement, et quand ils grandissent avec cette idée qu'il faut absolument être le meilleur. Il ne faut pas échouer. Et quand on est adulte, comme moi, on se dit, mais il n'est pas question que j'échoue justement dans tout ce que j'en comprends. Vous voulez dire qu'il faut qu'on apprenne déjà l'échec à nos petits, à nos enfants, qu'on leur apprenne à assumer l'échec? Effectivement. Mais est-ce que de faire ça, ça ne va pas construire des êtres destinés à l'échec justement? C'est même sur ça qu'a porté l'objet d'une étude, parce que nous avons pris 2 femmes. L'étude a porté sur 2 femmes. C'était la mère américaine, comme on dit souvent, la mère américaine et la mère française. On a d'une part la mère américaine qui a son enfant, qui essaye de grimper à l'arbre et qui encourage cet enfant à grimper à l'arbre. On a la mère française qui a également l'enfant et qui lui dit, si tu sais, ne grimpe pas sur l'arbre là parce que tu vas te faire mal. Mais l'enfant essaye quand même, il va au sommet de l'arbre et il finit par tomber. Les 2 enfants tombent. La mère française, qu'est-ce qu'elle dit? Je t'avais dit que ce n'est pas bon pour toi de grimper sur l'arbre. Maintenant, regarde ce que tu fais. La mère américaine, elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est bien, au moins tu as essayé. Cette fois, tu n'as pas réussi, mais la prochaine fois, tu iras plus loin. Dans ce sens-là. Je me demande ce qu'aurait fait la mère africaine. D'après vous, qu'est-ce que l'aurait fait la mère africaine? Ah, ils sont en train de rire. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, notre système éducationnel, éducatif aussi, dans le sens où nous avons subi ce que je peux appeler les affres de la colonisation et que nous avons en quelque sorte reçu en héritage le système du colon, on se retrouve tout de suite dans l'exemple de la mère française. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Et on se rend compte que cette éducation a valorisé la réussite, a inhibé le fait de pouvoir prendre des risques. Parce qu'on se dit à chaque fois, je ne fais pas la chose parce que j'ai peur d'échouer. Alors on va se cantonner dans une zone de confort qui nous maintient déjà dans l'échec. Je voudrais prendre un exemple banal sans vouloir vous interrompre, parce que ce que vous me dites, c'est comme un jeune homme qui voudrait courtiser une jeune fille, exact. Et puis ses camarades lui disent, mon ami laisse ça, ce n'est pas ton niveau là-bas. Du coup, monsieur il se dit, non, ce n'est pas mon niveau, mieux je laisse tomber. Oui. Et il n'essaye pas. Il n'essaye pas. Il échoue même avant d'avoir commencé. Exactement. Pourtant, celui qui va vers l'action et qui sait, qui a déjà mis dans sa tête qu'il y a possibilité d'échec, ça devient pour lui comme une expérience qu'il ne regrettera pas, mais qui fera en sorte qu'il soit formé pour les autres expériences qu'il aura à mener plus tard. Et j'aime bien ici citer l'exemple de... Il y a quelqu'un qui va se casser le cou à cause de ce que là. J'aime bien citer ici l'exemple d'un entrepreneur qui, moi, m'a personnellement marqué. Il s'agit de Steve Jobs, le créateur d'Apple. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Steve Jobs? Steve Jobs est un jeune qui, à l'âge de 27 ans, se retrouve parmi les plus grosses fortunes mondiales. Pourquoi? Il a mis sur pied un ordinateur. Et il se retrouve à la tête d'un grand empire. Et Steve Jobs est invité en France pour parler de sa réussite. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait savoir aux Français que ce qui distingue les réussites aux États-Unis des réussites en France, c'est que généralement, aux États-Unis, on vous encourage à échouer. Pourquoi est-ce qu'on vous encourage à échouer? Parce que lorsque vous essayez et que vous cassez la gueule, vous comprenez que vous devez vous relever et aller encore ensuite. Pourtant, de l'autre côté, lorsque vous essayez et que vous cassez la gueule, ça devient pour les autres un système de raillerie. Pourtant, de l'autre côté, quand vous échouez, vous allez présenter cela comme une expérience. Alors que de l'autre côté, ça devient l'occasion pour les autres de dire « je ne veux pas travailler avec vous ». Pourtant, si vous n'avez rien essayé, vous n'apportez rien. Celui qui a essayé et qui a échoué a tiré une expérience de ça. Et c'est dans ce sens-là que les échecs cumulés, en fait, nous donnent comme une certaine hauteur, une certaine assurance face aux épreuves de la vie. Quand il disait ça, les gens ont dit « ah, c'est peut-être un beau discours qu'il est en train de nous faire ». Parce qu'il est arrivé. Exactement. 2 ans plus tard, on va dire 3 ans plus tard,
Steve Jobs se retrouve éjecté de son entreprise. Il se retrouve sans aucun sou. De l'entreprise qu'il a créée. De la propre entreprise qu'il a créée. Et vous voyez que voilà quelqu'un qui a tout perdu. Ses millions, il ne les a plus. Ses grosses maisons, il ne les a plus. Ses voitures, il est ruiné. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il a confié cela dans sa biographie, j'ai été au bord du suicide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je me suis souvenu que l'échec n'est qu'un échec lorsqu'on décide que c'en est un. L'échec n'est qu'un échec lorsqu'on décide que c'en est un. Oui, ça veut dire que vous échouez quand vous avez accepté dans votre mental que c'est terminé pour vous. En fait, tout se passe dans la tête. Dans la tête. Et lorsqu'il a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré chez lui. Il a créé une nouvelle machine, Xerox, qui a été rachetée par l'entreprise de laquelle il a été éjecté. Il est redevenu actionnaire de son entreprise. Et maintenant, il est redevenu le chef de son entreprise. Ça veut dire que lorsque vous touchez le bas, c'est le meilleur moyen. Il n'y a plus qu'une solution. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de remonter. Lorsque vous touchez le bas, il n'y a plus qu'une solution, c'est de remonter. À tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. Bon, l'échec finalement, c'est pas une catastrophe. L'échec, c'est quelque chose qui pourrait nous aider à aller encore plus vers l'avant. Vers quoi? Vers ce que nous tendons, vers ce que nous aimons, ce que nous avons choisi de faire dans notre vie, justement. Mais par contre, cet échec-là, on doit tellement faire face à cet échec tout au long de la vie que est-ce qu'il ne faudrait pas une petite programmation dans nos esprits pour comprendre que, bon, ou bien pour sentir venir l'échec au moins, pour le sentir venir et se dire, bon là il faut que je me prépare. Le problème de l'échec, c'est qu'il est souvent brutal. Oui. On ne le voit pas toujours venir. On se prépare toute l'année, on se présente à un examen, et puis à la fin, on est sûr de passer, on a eu des bons notes toute l'année, et puis à la fin, c'est zéro, on a échoué. C'est brutal. Est-ce qu'il y a une sorte de programmation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait se dire que, bon, j'engage cette action, il est possible que j'échoue? Et c'est une façon de se préparer à l'échec. Est-ce qu'il y a une façon de se préparer à l'échec? Est-ce qu'il faudrait d'abord se préparer à l'échec? Je dirais, ce qu'il faudrait, c'est accepter de vivre, tout simplement. Parce que dire qu'il faut se préparer à l'échec, ce serait comme voir en l'échec quelque chose de négatif. Non, l'échec n'est pas négatif. Et ça, nous venons clairement de comprendre. L'échec est quelque chose que nous devons accepter parce que cela fait partie de notre système, ou bien je vais dire de notre schéma de progression. On ne peut pas progresser si à un moment on ne s'arrête pas parce qu'on doit redéfinir sa trajectoire. En fait, c'est la somme de nos échecs qui fait notre expérience. Exactement, parce que je prends le cas. Moi, présentement, aujourd'hui, je peux me placer devant des personnes, je peux coacher des personnes pour leur aider à maîtriser leur prise de parole en public. Mais est-ce qu'on se demande à ce moment-là combien de fois est-ce qu'il a échoué? Combien de discours est-ce qu'il a raté? Avec comme vous êtes talentueux, on n'a pas l'impression que vous avez échoué un jour. Combien d'erreurs est-ce qu'il a commis sur un plateau avant de se retrouver en train d'affronter le regard des autres? Combien de personnes est-ce qu'il a dû irriter avant de pouvoir être aussi à l'aise avec les personnes avec qui il discute? Ça, on ne voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce petit penchant qui voudrait juste qu'on voit le côté positif des choses. Mais derrière, il y a ce qu'on appelle la formation. Cette formation-là, en fait, ce ne sont que des échecs. Il y a un chef d'entreprise que j'aime bien ici au Cameroun qui dit toujours, quand je prends un CV et que je demande à mes employés de me parler de leur expérience, en fait, je m'attends simplement à ce qu'ils me parlent de leur échec. Parce que l'expérience en elle-même n'est qu'une succession d'échecs. Quand vous me donnez un CV, ce que je vois sur votre CV, ce sont des échecs. Parce que si vous aviez réussi, vous ne seriez pas devant moi. Alors le simple fait pour vous de placer un CV et de vous retrouver devant moi, c'est une preuve que vous avez échoué. Et c'est cet échec qui vous amène donc maintenant devant moi aujourd'hui et je saisis cette opportunité pour travailler avec vous.
Vous voyez donc que l'échec nous conduit souvent vers des lendemains meilleurs, des lendemains qu'on n'estime même pas ou qu'on ne pensait pas pouvoir vivre. Ah, il y a un monsieur qui a levé un doigt. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je suis un peu perplexe à ce moment. Quand on parle aussi de l'échec, comment se sentirait un médecin qui n'arrive pas à sauver 3 vies? Est-ce que cet échec, est-ce que l'échec peut être motivant pour lui? Je sais pas. Là, on est face à un dilemme. Il y a des patients qui ne font que décéder au fil des jours. Moi, je me dis qu'après cela, il peut perdre le fil des idées, il peut se décourager, peut-être entrer même flancher carrément. Est-ce que à ce moment l'échec est motivant? Est-ce que c'est vraiment motivant? Bien, merci. C'est une très très belle question, ce qui va me permettre de préciser également les choses. Face à la vie et face aux circonstances de la vie, nous sommes tenus de ce qu'on appelle souvent l'obligation de moyens et l'obligation résultat. Maintenant, lorsqu'on se retrouve, je prends votre cas, face à un médecin, celui-ci est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires dont il dispose pour vous aider à rester en vie. Ça veut donc dire que lorsque le médecin a mis sur pied tous les moyens possibles pour vous aider à rester en vie, à ce moment-là, on ne peut pas parler d'échec si vous ne vivez pas. Et c'est ça le beau côté de la vie. C'est qu'à un moment, nous arrivons à un certain stade où nous ne maîtrisons rien, où nous ne pouvons pas tout prévoir. Et c'est ça le plus beau. Parce que la vie aujourd'hui voudrait toujours nous donner l'impression qu'on est bien quand on a le contrôle de tout. Non. Cela me permet également de souligner d'autres études dans le cadre des neurosciences qui voudraient montrer qu'en fait, l'homme est conscient à 20% uniquement. La conscience est juste. À 20% uniquement? Oui, nous utilisons seulement, nous sommes poussés dans les 20%. Et la grande partie du temps, nous sommes inconscients. Exemple simple. Lorsque vous dormez, votre corps continue de respirer. C'est vous qui commandez à votre corps de respirer. C'est vous qui commandez à vos cheveux de pousser. C'est vous qui commandez à vos barbes, à vos poils de pousser sur le corps. Non! Lorsque nous sommes là présentement, à l'intérieur de moi, il y a mes poumons qui sont en train de se contracter sous l'impulsion, sur l'inspiration que je fais de l'oxygène. Est-ce que je commande ça? C'est un mécanisme tout naturel, inconscient. Donc, l'inconscient aujourd'hui occupe une grande partie de notre vie. Et donc, maintenant, face aux circonstances, lorsqu'on sait qu'on a fait ce qu'on se devait de faire, il y a toujours une petite place qu'il faut accorder à l'imprévu. Et c'est dans cet imprévu-là maintenant qu'on a la possibilité de se dire, soit je vais me briser, soit je vais avancer. En fait, c'est... Ah, il y a une autre question derrière, oui. Oui, merci déjà pour cet éclairage. J'aimerais savoir, en fait, il est facile pour nous d'échouer. Oui, d'après ce que vous expliquez, il est facile d'échouer. Mais j'aimerais que vous nous dites de façon concrète, qu'est-ce qu'il faut faire face à un échec? Lorsqu'on a échoué, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète pour se relever de cet échec-là? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Première chose, accepter que vous avez échoué. Oui, j'ai échoué. Merci mon Dieu, j'ai échoué. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Ne pas se mentir. Oui. Accepter voir les Celui choses qui telles qu'elles refuse sont. d'accepter qu'il a échoué, il peut être sûr qu'il va échouer davantage encore. Mais quand j'accepte que je suis face à un échec, la prise de conscience de mon échec, c'est déjà pour moi un élément de motivation. Parce que si nous ne trouvons pas la motivation, nous ne pourrons jamais sortir de la zone dans laquelle on se retrouve à cause de l'échec pour passer à autre chose. Petite parenthèse, il y a 3 choses qui nous motivent, ou du moins il y a 3 zones de motivation. Il y a ce qu'on appelle les motivations de survie, manger, boire, dormir. Ça, c'est ce qui nous motive, ce qui fait que vous allez comprendre pourquoi certains, quand ils sont déjà au bord de la crise alimentaire, ils vont aller braquer. Ou bien, chose qu'on a souvent du mal à expliquer, vous voyez des personnes en costume, mais qui se retrouvent à une fête où ils se mettent à bagarrer pour la nourriture. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Et la faim nous pousse toujours à faire des choses qu'on n'explique pas. C'est la motivation de survie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est celle qui nous est donnée par une personne de l'extérieur qui va nous motiver à comprendre que ça c'est bien pour toi, alors continue.
Il y a maintenant la motivation intrinsèque, celle qui vient de nos valeurs, des acceptations qu'on fait et des pensées que nous avons. Ça veut dire quoi? Lorsque j'accepte que j'ai échoué, je commence donc maintenant à construire tout un système de motivation intérieure qui va me permettre d'attirer à moi des éléments qui vont me faire passer à l'action ailleurs. C'est ce que certains, dans le cadre des neurosciences, appellent le mécanisme du pas. Désolé d'être un peu technique, mais il faut parfois un peu ça. Donc, ça veut dire pensée, attitude, action, résultat. Pensée, attitude, action, résultat. Oui. Tout commence par la pensée finalement. Exactement. Lorsque je commence à comprendre que l'échec n'est pas un échec, c'est pas fatal, c'est quelque chose de tout normal et que je l'accepte, ce que je fais c'est quoi? J'ai pensé. Maintenant cela va me mettre dans une attitude. L'attitude va découler. Pourquoi? Bien. Maintenant tu as échoué. Oui, j'ai échoué à mon examen, mais je suis tout souriant. Je commence maintenant, l'attitude c'est quoi? Je commence à chercher autre chose, je lis, je recommence à lire. Parce que j'ai déjà accepté que j'ai échoué. Mais celui qui met dans sa tête que non, c'est fini pour moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas lire. Ouais, il ne va plus rien faire. Il ne va plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'il accepte qu'il a échoué. C'est pour ça qu'on dit toujours, nos pensées déterminent ce que nous recevons. Alors, j'ai pensé que l'échec, c'est quelque chose de naturel. Ça m'a mis dans l'attitude, pensée, attitude. Maintenant, cette attitude qui va découler de l'émotion que je vais émettre parce que je vais me sentir maintenant un peu plus soulagé de l'acceptation de mon échec, va me faire poser des actions. Les actions maintenant vont me faire comprendre que bon, ici tu as échoué. Et là maintenant, voici ce que tu dois faire. Et ces actions vont entraîner maintenant des résultats que je vais percevoir chez moi. Et j'aime bien cette maxime que quelqu'un avait dit un jour, si vous passez votre vie à échouer, c'est bien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devenez un spécialiste de l'échec. Alors vous allez pouvoir aider les gens à comprendre comment se relever de l'échec. Ça veut dire qu'en chaque chose, il y a toujours un bon côté. Et c'est peut-être ça le point final sur la petite question. C'est que il faut toujours à un moment, essayer, je vais même dire trouver le bon côté de l'échec, parce que ça nous apporte toujours une leçon. Celui qui prend les choses comme elles viennent ne va pas chercher la leçon. Mais pour celui qui la vit dans une expérience, il va se demander, cette situation qui est arrivée, c'est pour m'apprendre quoi? Alors à ce moment-là, il comprend que c'était pour m'apprendre ça. Et maintenant, vu que je n'avais pas d'abord conscience de ça, je peux maintenant avancer avec ça. Vous avez une question? Oui, effectivement, il y avait une question. En fait, ce n'était pas vraiment une question en tant que telle. J'ai une expérience vécue par un ami, un proche. Ça fait 4 ans qu'il ne fait que échouer à son examen. Et là, il a la chance d'avoir un entourage qui le motive à continuer. Mais si au bout de la 5e année, il échoue, il baisse les bras, est-ce que là, l'échec là serait constructif pour lui? S'il décide de baisser les bras, on a déjà essayé tous les contours de la chose, essayé toutes les méthodes possibles, mais pas de suite. Il continue à échouer. Oui, comment appréhender maintenant l'échec? Est-ce que là, l'échec là va être vu comme une bonne chose? Bien. Henry Ford disait ceci, pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Ça veut dire quoi? Parce que c'est très révélateur comme propos. Cela veut simplement dire que lorsque vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, vous avez raison. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez également raison. Pourquoi? Parce que tout commence d'abord par ce qu'on a à l'intérieur de soi. Dans le cas précis, je dis bien dans le cas précis qui vient d'être souligné, parce qu'il faut toujours avoir cette délicatesse, oui, de prendre le texte dans son contexte, sinon ça va devenir un prétexte. Donc, pour ne pas prétexter, je vais prendre les choses dans leur contexte. On a là une personne qui, après plusieurs examens, n'arrive toujours pas à atteindre le but et l'objectif qu'il s'est fixé. Maintenant, son entourage essaie de rester comme source de motivation pour cet élément-là, placé dans un cercle d'influence.
Bien. Aujourd'hui, les études nous montrent que le cercle d'influence agit dans une proportion de 15 à 35% sur la personne. Ça veut dire que les personnes que je fréquente vont me donner 15 à 35% de leur gène. C'est pourquoi on comprend souvent quand nous étions petits, nos parents nous disaient ne marche pas avec tel, ne marche pas avec tel, tu vas devenir bandit. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence. Bien. Maintenant, ce qui est très très important, c'est la personne elle-même, ce qu'elle se dit. Parce qu'à l'intérieur de nous, et c'est ce qu'on appelle souvent, je souligne ici le point des dissonances cognitives. Pourquoi? C'est quoi une dissonance cognitive? C'est vouloir quelque chose qu'à l'intérieur de soi on n'accepte pas. Ça veut dire, dans le cas d'un séminaire sur les relations interpersonnelles, j'avais des femmes dans l'assistance. Et je demande à ces femmes, qui de vous voudrait avoir un mariage parfait? C'est quoi pour vous le mariage parfait? Non, un homme fidèle, qui s'occupe bien de nous, qui prend soin de tout le monde, il rationne, il est là. Voilà. Un homme fidèle, présent. Oh, ça c'est bien. Maintenant, ça c'était la première question. Elles ont toutes été d'accord, elles voulaient tous le mariage parfait. Deuxième question. Qui parmi vous croit qu'un homme fidèle, ça existe? Bien. Ça veut dire quoi? Elles veulent le mariage parfait. Elles veulent avoir l'homme parfait. Mais à l'intérieur d'elles, elles savent que l'homme parfait, ça n'existe pas. Donc, pour revenir dans notre cas d'espèce, il peut s'agir ici d'une dissonance cognitive. Et dans ce cas-ci, la personne qui fait l'examen, peut-être en elle-même a déjà renoncé à l'intérieur. Et se retrouve maintenant en train d'agir par simple motivation des acteurs qu'elle a autour d'elle. Parce qu'on peut motiver quelqu'un. Si cette personne se dit à l'intérieur d'elle-même, moi j'ai déjà échoué, je fais seulement pour faire, elle ne va jamais réussir. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir. C'est un élément d'approche par rapport à la situation qui vient d'être posée. Mais maintenant, il y a également plusieurs autres facteurs que nous pouvons toucher. Nous pouvons toucher ici le cadre des fausses croyances et des préjugés qui peuvent interférer sur la personne. Nous pouvons également toucher ici le cadre de l'ignorance, parce que l'ignorance de ce que c'est que l'échec peut parfois également nous entraîner à échouer. Quelqu'un qui n'arrive pas à accepter ou à comprendre que l'échec fait partie de la vie et que tous ceux qui réussissent aujourd'hui ont passé leur temps à échouer. Je me tourne vers Madame Yana, elle ne va pas vous dire qu'elle s'est placée là un jour et elle a commencé à présenter les émissions de manière impeccable. Non, certainement pas. Il y a un travail de fond. Il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Ça, c'est certain. Pour mettre sur pied cette grande entreprise qu'est la télévision ou TV, c'est beaucoup d'échecs. C'est beaucoup des moments où on se remet en question, où on se dit vraiment là, c'est le bas. Ouais. Comment est-ce que je vais faire pour me relever? Mais c'est là où on comprend que toutes les personnes que nous admirons, ce sont simplement des personnes qui ont appris à faire ce que j'appelle surfer sur la vague. Et surfer sur la vague, c'est accepter que non, là on a échoué, c'est bien. J'ai échoué, c'est cool. Dans le cas précis de votre ami, moi je me pose une question. L'échec, d'accord, mais peut-être devons-nous déterminer ce qui fait notre vie. Si on se donne un seul chemin dans la vie et qu'on insiste sur ce chemin et qu'on pense qu'on n'a pas d'autre chemin, on va probablement s'arrêter à cet échec et ne pas ouvrir son esprit, ouvrir sa vie à d'autres chemins. Et si son chemin, ce n'était pas de passer cet examen, a-t-il envisagé d'autres possibilités? A-t-il pensé qu'il serait pour lui d'avoir une réussite dans un autre domaine? C'est peut-être aussi ça qui fait que l'échec soit si difficile à accepter. Parce qu'on se limite. Il a échoué à cet examen. Peut-être réussira-t-il dans une autre formation. Qui sait si, en revenant dans cet examen, 5-10 ans plus tard, il aura peut-être que ce n'est pas son chemin. Ouais. Ah, oui, monsieur. Oui, merci de m'avoir donné la parole. J'ai un petit souci d'incompréhension. J'aimerais juste savoir si on a dit que l'échec provenait beaucoup plus de l'inconscient de l'homme. Mais j'aimerais savoir, est-ce que l'homme peut prévoir l'échec et appeler ça comme échec? C'est-à-dire l'homme a construit l'échec. À la fin, cet échec s'est présenté. Et présenter ça aux autres comme étant vraiment cet échec-là. J'aimerais savoir. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mécanisme de construction de l'échec et tout ça? Que l'on s'est fabriqué depuis la base. Ça veut dire que dès le départ, on savait que ça doit être un échec. Oui, sur cette entreprise qu'on a commencé.
On décide de commencer à vendre les beignets, on achète la mauvaise farine, on ne fait pas le bon dosage avec le sucre et après on s'étonne que le marché ne passe pas. Vous pensez que c'est possible, quelqu'un qui se dirige directement vers l'échec? Ah, peut-être. Donc, je crois que là, la réponse est déjà en elle-même claire. Si vous partez sachant que mieux, vous allez vraiment vous cogner sur le mur parce que on dit toujours, on reçoit ce qu'on conçoit. Donc, ce qu'on conçoit clairement, c'est également ce qu'on va recevoir clairement. Mais maintenant, peut-être quand je parlais d'inconscient collectif, c'est un inconscient collectif que nous adoptons en fonction du milieu social dans lequel on est. Par exemple, il y avait un inconscient collectif qui s'était construit autour de la femme comme quoi elle devait être inférieure à l'homme. C'était à un moment un inconscient collectif. Et quand on prend cet inconscient collectif, vous voyez qu'il y a beaucoup de conséquences vis-à-vis de l'inconscient collectif. Parce que dans l'inconscient collectif, on a une idée que la femme doit être inférieure. Dans les actions, elle se retrouve à être inférieure, dans les postes, à être interdit de parole dans certaines circonstances. Pourquoi? Et vous allez voir, certaines personnes trouvent que c'est tout à fait normal. Mais maintenant, pour briser le mécanisme de l'échec, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de cet inconscient collectif? On met sur pied ce qu'on pourrait appeler des petites actions qui nous permettent de nous habituer à l'échec. Pourquoi? Il est important de comprendre et de savoir que si vous n'échouez pas maintenant petit, vous allez échouer plus tard, mais plus grand. Et quand vous allez échouer plus tard, plus grand, vous allez regretter de ne pas avoir échoué maintenant petit. Exemple simple. Tout à l'heure, généralement, de nature, je suis quelqu'un de très timide. Et il y a de cela 5 ans, je ne parlais pas. J'avais peur du public. On a du mal à le croire. Hein. J'avais littéralement et clairement très peur du public. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on commence à se dire, si tu ne fais pas des petites choses maintenant, tu seras incapable de faire de grandes choses plus tard. Alors on commence à s'habituer à recevoir des petits échecs, à demander des petites choses même si on sait qu'on ne va pas les avoir. Tout à l'heure dans le taxi, c'est vrai que c'est un exemple, mais je passe par là, parce que j'ai pris le véhicule. Est-ce que vous savez que parmi les drapeaux d'Afrique, il y en a un qui a pour emblème un oiseau et une étoile? Ça, je l'ai découvert dans le taxi. Et j'ai posé la question au taximan, c'est quel drapeau? Il me dit, c'est celui du Zimbabwe. C'est celui du Zimbabwe. Ça, je ne savais pas. Je suis sorti gagnant, non? Bon, maintenant, c'est juste en demandant quelque chose de petit. Il aurait pu me dire, je ne te parle pas, mais au moins, j'aurais quand même eu une parole de sa part. Donc, si je suis déjà incapable de me confronter à des petites actions, je serai incapable d'affronter de plus grands. Sortir de sa zone de confort. Exactement. Je prenais encore un autre exemple où un ami s'étonnait toujours de dire, mais pourquoi quand on arrive au bénétariat, toi tu arrives devant la femme qui vend les beignets, tu dis que tu veux plus de haricots. Tu donnes 5 ans, tu veux plus de haricots, comment? Et à chaque fois, il ne fait que te dire non, 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 toi tu pèses. Tu dis, ça fait peut-être rire, mais à un moment, vous vous rendez compte. Aujourd'hui, j'ai demandé, elle a dit non. Ensuite, j'ai demandé, elle a dit non. Après, j'ai demandé, elle a dit non. Mais un jour, elle finit par me donner le haricot alors que je n'ai donné que 50. C'est bien. Et à ce moment-là, si vous êtes incapable, c'est toujours un exemple que je prends, si vous êtes incapable de négocier, qu'on vous augmente le haricot de 5 ans, vous pensez que vous serez capable de négocier quand vous serez en train de gérer les affaires de 500 millions? Non, vous allez échouer. Attends, au lieu, si on échoue déjà dans des petites choses et qu'on prend pour habitude de se dire, bon, en fait c'est quelque chose de tout naturel, on peut me dire non, mais ça ne me stoppe pas. Cette fille peut me dire non aujourd'hui, je vais pas mourir parce qu'à un moment, moi-même c'était mon cas, je me disais, tu vas partir voir la fille, elle va te dire non, sache que tu es fini. Non, c'est là où on comprend que en fait, quand elle va dire non, il y a également un autre aspect derrière, c'est que parfois la vie aime également être cajolée. Et la vie ne va pas nous donner les choses sur un plateau. La vie va parfois nous faire passer des étapes qu'on va appeler des échecs, mais qui en fait, exactement, qui en fait ne sont que des préparations pour recevoir la chose plus tard. Parce que si vous vous présentez devant la fille, donc je vais être avec toi, oui, non, c'est trop facile parce que vous vous attendiez à ça. Et vous ne gagnez rien. Mais quand elle vous dit non, vous rentrez maintenant. Elle m'a dit non, pourquoi? Peut-être parce que j'étais mal habillé. Ok, demain là, je reviens plus chaud. Ça fait comme je jamais. viens encore. Elle me dit
dis non. Aïe, 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 mais non, comment? Peut-être parce que j'étais seul. Je repars maintenant avec d'autres amis pour l'influencer un peu. Bon. Là, elle fait 5 minutes d'abord avant de me dire non. Maintenant, je rentre, je dis non, on a maintenant fait quand même plus de 5 minutes. Elle m'a dit non. Mais la prochaine fois, je repars. Et je repars seul cette fois-ci, mais avec un gros sourire. Avant même d'arriver devant elle, elle est tout contente de voir mon sourire. Elle dit on va s'asseoir où? À ce moment-là, j'aurais appris beaucoup de choses. J'aurais appris que ce n'est pas en venant avec des amis, ce n'est pas en étant trop chaud, mais c'est juste en étant quelqu'un de naturel, de moi-même avec mon grand sourire, que j'ai pu obtenir le rendez-vous que je souhaitais avec cette fille-là. Eh bien, les amis, on a beaucoup appris aujourd'hui. Je vais essayer de résumer. Je vais juste essayer de résumer. En fait, l'échec, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il faut l'accepter parce que ça peut être pour nous un tremplin pour aller vers quelque chose de meilleur. Exactement. Il est important pour nous de sortir de notre zone de confort. Et quand on est sorti de la zone de confort, quel que soit ce à quoi on fait face, on ne doit pas se mentir. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Oui, j'ai échoué. Et puis quoi? J'avance. Je continue. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Mais pas vraiment se dire hein, et puis quoi. Mais je dis puis quoi pour dire que bon, c'est pas, ça va pas nous dire stop, c'est pas grand frein. Oui. Et on avance quoi. Exactement. Prenez, peut-être pour terminer avec une dernière allégorie, prenez l'échec comme des pierres qu'on vous jette. Qu'on vous balance. Donc à chaque fois que vous échouez, vous recevez un caillou. Dans une grosse masse, on vous tape. Maintenant, vous avez deux catégories de personnes. Celles qui, à chaque fois qu'elles vont recevoir le caillou, vont dire aïe! Ils vont se plaindre. Mais vous avez de l'autre côté celles qui, à chaque fois qu'elles reçoivent le caillou, prennent ce caillou et commencent à bâtir une maison. D'accord. Donc, à chaque fois qu'elles reçoivent le caillou de la vie, elles bâtissent une maison. Et après, on s'étonne de voir qu'elles sont déjà dans un gros château. Et c'est là où on dit moi, on m'a attaché au village. Non, on ne vous a pas attaché au village, juste que vous n'avez pas su faire face à l'échec et recevoir ce que l'échec vous a apporté pour bâtir à vous votre propre château. Ah, j'avais une question. Oui, je tiens à me présenter, monsieur. Je suis monsieur Messi et je suis âgé de 30 ans et c'est un privilège pour moi de vous rencontrer, monsieur. Le privilège est mien. Ok, je vous ai écouté avec attention et j'ai été beaucoup marqué. Mais seulement j'ai quelque chose qui me dérange. Vous avez fait une précision là qui m'a beaucoup touché. Vous avez dit, vous avez parlé de l'environnement. Oui. C'est l'environnement dans lequel nous évoluons. Bon, moi je viens d'une famille chrétienne. Oui. Mon père est chrétien, ma maman est chrétienne. Et chez nous, dans le monde du christianisme, nous n'avons pas cette conception de l'échec. Dans notre conception chrétienne, chez nous, je précise bien, nous les chrétiens, nous qui avons une croyance à un Dieu suprême, nous n'avons pas cette conception de l'échec. Et n'ayant pas cette conception de l'échec, moi je me pose la question, tel que vous expliquez là, vous expliquez dans quel environnement? Nous nous trouvons dans quel environnement? Quelle est votre conception de l'échec? Peut-être faudrait-il pas. Oui, chez nous les chrétiens, par exemple, oui, tout à fait, j'allais préciser ma pensée. Chez nous les chrétiens, par exemple, nous, échouer, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. C'est pas une ouverture vers un futur. Nous, c'est pas comme ça que nous concevons l'échec. Nous, dans notre environnement chrétien. Chez nous, échouer, c'est la disgrâce, comme madame expliquait dès le départ, c'est la disgrâce. Ça apporte de la honte. Ça apporte, parce que nous avons, je prends la base de la Bible, et je précise encore, monsieur, que nous sommes dans l'environnement de ceux qui croient à un Dieu suprême. Parce que oui. vous parlez en tant que chrétien. Oui, en tant que chrétien, et nous croyons à un Dieu, justement, ce Dieu que nous croyons, lui, il ne connaît pas l'échec. Lui, c'est un Dieu de succès. Celui qui croit en ce Dieu-là est déjà dans le succès. Il ne connaît pas d'échec. Oui. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir votre précision aux côtés de l'environnement. Parce que j'ai précisé l'environnement où je suis. Et dans notre environnement, nous croyons à un Dieu qui ne connaît pas d'échec. Donc échouer, c'est dire que ce Dieu auquel nous croyons, qui lui est
est une garantie de succès. Une fois que nous croyons en lui, est une garantie de succès. Prétendre parler d'échec, c'est dire que ce Dieu-là est quelqu'un qui échoue. Oh, ça ne passe pas. C'est vrai. Donc, c'est Je ne vais pas répondre à la place de... Je ne vais pas répondre à la place de M. Ebongo, mais je voudrais juste préciser que M. Ebongo n'est pas en train de prêcher pour une religion particulière. Tout à fait, c'est Et pour ça que que les paroles et les mots et les phrases de M. Ebongo ne s'inscrivent dans aucun contexte religieux. Tout à fait. Aucun. Tout à fait. Je vais prendre un très très beau plaisir à répondre à cette question. Oui, monsieur. Parce que, comme je le dis, je suis quelqu'un qui est généralement très curieux. J'apprends beaucoup et je ne suis pas cadré. Je vais donc aller sur divers aspects. Prenons le cadre que vous avez évoqué, celui de la chrétienté. Je vais prendre également votre même support et je vais essayer peut-être de repréciser vis-à-vis du référentiel que vous avez utilisé, la Bible. Dans cette même Bible que vous soulignez, il est écrit que nous, les chrétiens, nous prêchons un Dieu qui est mort sur la croix. Horreur pour les juifs, abomination pour les païens. Ça veut donc dire quoi? Si vous avez un Dieu qui meurt, c'est un signe de gloire. C'est glorieux ça. Un Dieu meurt par nous. Est-ce que je sache? Ça veut dire que, implicitement, c'est de l'échec. Parce que si vous venez pour faire quelque chose et que vous vous faites tuer, et vous avez échoué. Donc, même dans ce cadre chrétien-là, il faut encore revoir. Mais maintenant, il y a également quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous avons été inhibés dans nos actions et même dans notre conception de l'échec à partir de ce qu'on pourrait appeler des fausses croyances et des préjugés. Et pour beaucoup de personnes, ça a eu un impact considérable. Aujourd'hui, vous voyez très bien des personnes qui vont se placer devant un prône pour vous dire des choses, pour vous parler de succès, qui eux sont en train de réussir. Mais vous, vous êtes chaque jour, vous n'avez rien chez vous, vous souffrez. Mais vous dites quand même non. Nous avons un Dieu de succès. Vous accompagnez cette personne dans son succès à elle. Mais on dirait qu'on se plaît à souffrir dans l'état qui ne nous convient pas et dire que non, notre Dieu c'est quand même un Dieu de succès. Donc, il faut comprendre une chose. L'échec en lui-même n'est échec que lorsqu'on l'accepte comme tel. Et même dans le cadre religieux, celui que vous évoquez, on a bien vu que ce qui a fait l'essor du christianisme et de la chrétienté, c'est le fait qu'on a pu poursuivre le discours en disant que même s'il est mort, il y a quelque chose de plus glorieux après. Parce que même quand vous mourrez, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'on savait que si le discours s'arrêtait sur « il est mort », ça devait être « ils ont échoué ». Mais pour que ça ne soit pas « ils ont échoué », on a dit « non ». Même quand je suis mort, il faut continuer d'espérer parce qu'il y a quelque chose après. Et quand vous prenez les autres religions, c'est pareil. Prenez des religions qui viennent avant le christianisme. Vous avez par exemple la religion hindouiste, qui elle également place la même chose, c'est la même stratégie. Vous avez, on vous parle des deux roues. D'une part, vous avez le nirvana, d'autre part, vous avez le samsara. Et quand vous êtes dans le samsara, c'est un peu des concepts hindouistes et autres, ce qui se passe, c'est que vous échouez tant que vous restez dans le cadre du samsara et vous atteignez l'élévation lorsque vous atteignez le nirvana. Et donc, il y a toujours cette possibilité d'aller plus loin, mais celui qui échoue, c'est celui qui va s'arrêter et dire « c'est fini pour moi ». Prenez une religion qui naît en même temps que le christianisme, le zoroastrisme, dans le même intervalle de temps, c'est la même période. Vous vous rendez compte des mêmes choses, que c'est toujours le même cycle qui est poursuivi, où il y a un moment où on se dit « c'est fini », où on se dit « c'est terminé ». Ici, là, il n'y a pas un échec plus bas que ça. Parce que généralement, les religions, dans le cas des religions révélées, ce qu'on peut appeler ici, on va toujours arriver à un niveau critique où on vous fait savoir qu'il n'y a pas plus bas que ça. Et dans le cas de la religion chrétienne, c'est il n'y a pas plus bas que la mort. Mais si vous avez quelqu'un qui arrive à triompher de la mort, ça suppose que l'échec n'a pas eu raison, que lui n'a pas échoué. Et c'est là la belle leçon qu'on devrait même retenir dans le cadre des religions. C'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a d'échec que lorsqu'on accepte que l'échec nous a touchés. Mais ça ne change pas. Donc c'est le même discours, pareil, lorsque vous arrivez dans le cadre
l'islam, que vous êtes même, que vous soyez. Moi, je ne suis pas trop, on va dire quoi Religieux. Non, pas religieux, mais je ne vais pas avoir le discours religieusement correct. Que vous soyez adepte de mouvements de réflexion comme ce qu'on pourrait appeler les Rose-Croix et tout ce que vous voulez avec, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est le même discours. C'est toujours un appel à dire, en fait, il y a toujours deux chemins. D'une part, vous avez la croix, d'autre part, vous avez la rose. Et il faut toujours savoir que les deux chemins évoluent ensemble. Les deux chemins évoluent ensemble. À un moment, sache que dans la vie, tu vas recevoir des roses, mais à un moment, il faudra que tu portes cette croix. Mais quand tu te retrouves en train de porter la croix, ne crois pas que tout est perdu, parce qu'il y aura encore la possibilité de revivre la rose. Et même notre nature nous apprend des choses. Il y a toujours le jour, et ensuite il y a la nuit. Il faudrait donc que je comprenne aussi qu'il y a des moments où je peux me retrouver plus bas, que j'échoue. Et il y a aussi des moments où je peux me retrouver au ciel, lumineux, joyeux. Et j'ai réussi. La vie est faite de tout ça. Voilà. Bon, merci beaucoup, Monsieur Bongo, une fois de plus, hein, d'être venu. Et j'aimerais demander aux téléspectateurs qui sont là, est-ce que vous voulez revoir Monsieur Bongo? Chaque jour. Encore. C'est devenu quoi? Tous les jours, inspiration. Ben, il faudrait, chers téléspectateurs, pour vous qui voulez revoir Monsieur Bongo dans notre émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message par le numéro de téléphone qui apparaît ou alors par la boîte mail et partagez avec nous les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, qu'on partage. Alors, je vous dis merci et à très bientôt puisque le public le veut. C'est moi qui dis merci et ce serait toujours avec grand plaisir que je reviendrai. Alors les amis, l'échec, hein, c'est pas la fin du monde comme je disais au début. Au contraire, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'aller encore plus en avant. Alors je vous dis au revoir avec cette phrase qui nous permet d'aller au-delà de l'échec. Cette phrase que j'aime tant. Le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'oiseau de s'envoler. À très bientôt.